Salut à tous et à toutes, ces Génération Manga, épisode 237, je crois. Il y a Mister Fox qui est là, voilà. Et donc nous allons interviewer William Corinne, parce que c'est bien Corinne que ça se dit. Et pas Corin. Voilà. D'accord. Bah alors, première question, quel a été votre premier doublage? Comment vous avez commencé? D'après mes fiches, ça serait un film tchèque. Oui, enfin c'est dans mes souvenirs, parce que... Oui, c'est vague. Oui, ça fait très longtemps. C'était effectivement, si je me souviens bien, un film tchèque. Je me souviens d'une réplique que j'avais à dire qui était « Bonjour, je m'appelle Paul Staniszewski et je cherche mon père ». Oula, c'est compliqué ça. Qui était évidemment pas évidente à sortir, surtout qu'à l'époque j'avais un défaut de prononciation. Je disais les che comme... en gros, ça donnait bonjour, je m'appelle Paul Staniszewski et je cherche mon père. Ce qui fait qu'au micro, ça faisait des grosses sifflantes. Et j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir démouler la phrase. Mais bon, j'y suis arrivé. Et puis, bon, j'ai refait d'autres trucs après avec le directeur artistique qui s'appelait, je crois, Jacques Michaud. Je me souviens bien. Donc il y avait l'autobus à l'Impérial. C'était un petit peu après, voilà. C'était sous la direction de Jean de Rose, qui était un très grand directeur artistique, qui a fait beaucoup de grands films avec qui j'ai travaillé après sur quelques longs métrages. J'ai travaillé aussi avec lui sur Anna et le Roi, sur Kung Fu, où je faisais la première voix de Young Kane, Kung Fu. Et ensuite, le rôle a été repris par Mathias Kozlowski quand la série est arrivée sur la 5, parce que ma voix avait beaucoup bougé. Et bon, moi j'ai pas mal travaillé avec lui, avec Jean Drôze aussi, qui dirigeait donc Autobus Impérial, où je faisais Glouton, un personnage, un petit garçon qui ressemble un peu à Cartman, et qui faisait partie d'une bande de gamins délirants qui sont en Angleterre. Et je me souviens qu'il y avait Gérard Hernandez qui faisait le facteur, il me semble. Il y avait Pascal Christophe qui est une copine qui a aujourd'hui disparu, qui faisait une des petites filles, qui faisait Tiger, je sais plus quoi, je crois que c'était Tiger Lily ou je sais pas, enfin il me semble, c'est une petite fille qui avait un tigre avec elle tout le temps. Il y avait Fabrice Bruno, le grand frère d'Aurélia, il me semble, hein, je vous dis tout ça de mémoire, mais c'est une mémoire qui remonte à une grosse quarantaine d'années quand même. Ouais. Et il y avait aussi Gilles Laurent, le co-auteur de Bernic. Enfin bon, il y avait plein de copains à l'époque. Alors il y a une période où tu faisais pas mal de voix sur des fils d'eux. Alors je m'explique, je sais pas si tu te rappelles. T'as fait le fils de Guillaume Tell dans une série, voilà. T'as fait le fils de Flash Gordon dans un dessin animé qui s'appelait Défenseur de la Terre. Et t'as fait aussi le fils du Capitaine Kirk dans Star Trek 3. Absolument, j'ai fait tout ça. Et le Capitaine Kirk et Guillaume Tell étaient... Sadie Rebot. Était Sadie Rebot, et qui est mort il y a quelques années. Et là, je viens d'enregistrer 5 épisodes d'un manga qu'on n'avait pas terminé, où Sadie avait un rôle important. Et le rôle a été repris par son fils, Jérôme. Et on a enregistré ces 5 épisodes pour la sortie du coffret Pat Labor, qui devrait sortir d'ici quelques temps. Donc avec tous les épisodes, y compris les épisodes qui n'ont pas été doublés pour le passage télé à l'émission de Dorothée, et les scènes coupées qui seront pas redoublées mais sous-titrées. Parce que je me souviens, il y avait des scènes un peu chaudes pour être diffusées dans l'émission de Dorothée. Parce que c'est un manga plutôt destiné aux jeunes adultes et aux adultes. Et à l'époque, tout le monde pensait en voyant un manga que c'était forcément pour les enfants. Et ben non, les mangas dessinés comme les mangas animés sont pas du tout forcément pour les enfants. Ils s'en sont aperçus après au montage. D'ailleurs, tu as fait un dessin animé manga qui, pour le coup, lui, est pas du tout pour les enfants. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est Hirotsuki Doji. Oh non, alors ça, je me souviens pas. C'était quoi le titre français? Ça doit être... Non, je crois que c'était Hirotsuki Doji en français aussi. Hein.
Parce que, je me souviens parce qu'il y avait des monstres tentaculaires et puis il y avait des séquences de viol et tout ça. Oui, voilà, ça te parle. Oui, mais je me souvenais pas du titre, mais voilà. effectivement, oui, on a enregistré ça. Oui, je m'en souviens. Alors, c'était le directeur artistique avait Pierre Valmy, ça je m'en souviens. Pierre que j'avais surnommé le Marcel Amont du doublage français parce qu'il a eu les cheveux blancs à 40 ans. Et c'était, oui, on en a fait quelques-uns comme ça. C'était pas très ragoûtant comme univers. C'était pas. Oui, c'est particulier, oui. Oui, c'est un peu particulier, oui. Mais dans Film Manga aussi, tu as fait une série de 3 petits épisodes qui s'appelait Cyber City, je sais pas si tu te rappelles. Ça me dit quelque chose. Le héros c'était Sengoku qui s'appelait, c'était en fait un taulard qui devait travailler pour les flics pour raccourcir sa peine. Oui, j'ai un très vague souvenir de ça, mais j'avoue que on a fait tellement de mangas à l'époque du Club Dorothée et la grosse époque de diffusion de mangas quand c'est arrivé. Je me souviens, on avait fait les ailes de Néomicée, je crois que c'était ce titre-là. Oui. On a fait plein de mangas pour les cassettes vidéo, on a fait plein de mangas pour les chaînes de télé, donc tout se mélange un petit peu, je dois l'avouer. Je suis pas un spécialiste du tout du manga, je comprends, un petit peu parce que j'en ai adapté, j'ai adapté en français 3 épisodes de Ken le Survivant dans une version vaguement 3D. J'ai adapté un tiers de la série GTO en français. Donc je connais ces mangas-là, je connais Full Metal Alchemist, je connais un petit peu tout ce qui est passé sur Canal, parce que je m'y intéressais un peu plus, mais sinon je suis pas un spécialiste du manga, loin de là. Et les samouraïs de l'éternel, tu t'en rappelles ça? Ah ça, les samouraïs de l'éternel, je m'en souviens. Parce que là t'étais le héros quand même, puis ça dure un petit peu. Ça oui, c'est des choses qui marquent, comme Pat Labor et comme on avait fait aussi un des tout premiers mangas qui a été diffusé pour la jeunesse en France, qui était Robotech. Ah oui, exact. Ouais. Robotech, mais ça, ça doit être 86, 87. Oui, c'est dans ces goûts-là, ouais. Il y a un peu plus de 20 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, Robotech, en fait, c'était 3 dessins animés japonais qu'ils avaient remontés en Amérique pour en faire la saga Robotech. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Je savais pas. Alors tu nous en parlais de Star Trek et tout ça tout à l'heure. Tu as aussi fait un film qui est une parodie de Star Trek, c'est Galaxy Quest. Oui, absolument. Voilà. Alors c'est quoi ton sentiment par rapport à l'univers de Star Trek et Stargate aussi, puisque tu es à fond dans Stargate? Mon sentiment, moi j'ai jamais été très... fan pas très pour fan, non, c'est pas... j'ai jamais vraiment suivi quand je tombe sur un épisode et qu'il est marrant, je le suis, mais j'ai jamais vraiment suivi la série Star Trek elle-même. Je suis plus de la génération Star Wars que j'ai découvert moi au cinéma. Et après, forcément, avec les copains que je voyais à l'époque, on est allé voir tous les nanars qui ont suivi, que ce soit Galactica et d'autres films un peu moins réussis que Star Wars. Que Star Wars, mais enfin cela dit, Galactica c'était pas le pire, il y a eu un Star Trek aussi, mais il y a eu je me souviens du deuxième Star Trek qui était... Ah non, je sais plus. Ah non, le deuxième c'est le meilleur, alors... Il y en a un qui se passait sur Terre, il se passait absolument rien. C'est le 4. Il y avait simplement des courses à moto, ça c'était... Ah oui, ça c'est le dernier. Pas le temps de finir le scénario. J'avais vu aussi des choses un peu décalées de Dan O'Bannon qui après a été à l'origine d'Alien, je crois. Mais bon, voilà, c'est plus mon univers Alien, Star Wars, tous ces trucs-là, quoi. Et alors Stargate, dans lequel tu as officié sur toute la série, t'as pas spécialement accroché? Stargate, si, c'est une série qui m'a bien plu. Mais c'est pas des séries... Je regarde pas les séries à la télé, parce que les séries à la télé, le problème c'est que déjà il faut avoir du temps, il faut être un peu disponible, et comme je cumule 2 voire 3 activités, j'ai pas franchement le temps de passer beaucoup de temps à regarder la télé, je préfère aller au cinéma. Et les séries, il faut les suivre, même si Stargate, ce sont des
épisodes un petit peu indépendants. Et en plus, bon, le gros écueil, c'est que avant l'arrivée des technologies numériques, il fallait regarder ça en français quand ça passait à la télé. Et le problème de la VF, c'est que j'ai l'impression de me retrouver sur mon lieu de travail avec les copains. Bah oui. Et quand je vois une VF, j'ai plutôt tendance à me dire « Ah tiens, il est bien, machin, là-dessus. Ou alors pourquoi on a donné ça à un tel ou une telle, c'est pas du tout pour lui ou pour elle. Ou alors, il m'est arrivé de passer tout un film à me dire « Mais je connais cette voix, qui c'est ce type ?» Et à la fin du film, je dis à ma femme « Piratet ». Et effectivement, c'était la voix de Piratet, mais c'est pas lui qui avait doublé le... C'était, je me souviens, c'était Rambo, je crois, qu'on disait le colonel Strotman de Rambo, Strotman. Et dans le deuxième, je crois que c'est Piratet, et c'est pas lui dans le troisième. Enfin, je sais plus. Il y a eu et Bernard Derrand l'a fait aussi, ou enfin, je sais pas. Mais je sais que dans un des épisodes de Rambo, c'est Pierre qui l'a doublé. Et justement, c'est quoi ton sentiment par rapport au changement justement de voix Mon sentiment, c'est que quand une voix colle très bien sur un acteur, pourquoi en changer parce que le public est habitué à la voix. Mais bon, il peut arriver qu'un comédien fasse totalement autre chose en anglais et qu'on ne puisse pas suivre au niveau vocal parce qu'on n'a pas la même tessiture, soit dans les aigus, soit dans les graves que l'acteur américain. Dans ce cas-là, pourquoi pas le changer ? Pourquoi pas changer de voix, hein, ça peut arriver. Là, par exemple, je viens de jouer le jeu sur le dernier Jackie Chan que j'ai doublé. J'ai fait en tout 24 ou 25 Jackie Chan, et pour Karate Kid, il y a eu des essais. Je me suis plié à la demande du distributeur, parce que pour eux, c'était un film qui se passait en Chine avec des Chinois. Donc c'était pas un Jackie Chan traditionnel qui fait d'habitude des comédies un peu déjantées. Là, c'est un film un peu plus grave, un peu plus où Jackie Chan, en tout cas, un personnage plus grave, plus sérieux. Il s'est volontairement vieilli pour le faire. Donc ils ont voulu voir si ma voix collait au niveau âge vocal par rapport à ce qu'il faisait lui, et ils ont voulu voir aussi si je pouvais avoir un accent crédible pour faire un chinois au milieu de vrais comédiens chinois, et j'ai été choisi sur essai, donc c'est un point de fierté en plus, parce que c'est pas désagréable, et j'ai eu le plaisir d'avoir pour coach un comédien chinois qui avait également passé les essais, qui n'a pas lui été retenu pour des raisons indépendantes de son talent, parce que c'est un très bon comédien, mais bon, peut-être parce qu'ils ont eu peur aussi, à accent à peu près égal, de changer la voix pour le coup, pour pas changer la voix habituelle. Et ce comédien, Binin, a eu l'extrême gentillesse de me servir de coach pour le film Karate Kid. Et je pense avoir un accent chinois plus crédible maintenant que dans les Rush Hour, par exemple, qui sont des comédies où on a un peu plus déliré avec Serge Chalut, en s'amusant sur lui en faisant Chris Tucker et moi en faisant Jackie Chan. On a surtout joué sur la relation amicale qu'on a dans la vie, Serge et moi, et on s'est amusé à faire des voix un petit peu délirantes. Et justement, là, sur Jackie Chan, on t'oblige donc à prendre un petit accent, tu peux pas le doubler avec ta voix normale ? Là, j'ai fait un autre film, j'en ai fait deux juste avant Karate Kid. Il y en a un qui s'appelle Shinjuku Incident, qui se passe entre le Japon et la Chine, qui est une production de Hong Kong. Donc là, il n'y a pas de raison que je prenne un accent. Donc je le fais avec ma voix normale. Et quand Jackie Chan lui-même a un accent par rapport à son rôle, comme dans le film qui s'appelle Spy Next Door, qui va sortir pour l'été, qui est le Jackie Chan de l'été. Là, j'ai pris un léger accent chinois pour le film, et pour le bêtisier, j'ai fait ce qu'il fait dans l'anglais, c'est-à-dire que, comme Jackie Chan ne parle pas couramment l'anglais, il apprend son texte par cœur, et parfois il a beaucoup de difficultés à le sortir, ce qui donne lieu à des chutes pour le bêtisier, c'est marrant en général.
Ça n'est pas très évident à traduire, ça, les bêtisiers, parce que bon... Les bêtisiers, non, je sais pas, ils sont assez bien traduits. Je fais beaucoup de Jackie Chan pour dubbing, et ils sont généralement adaptés par Deborah Perret, qui fait ça très très bien. Ouais, c'est clair. Elle a bien chopé le truc. C'est Deborah Perret qui a fait d'ailleurs l'adaptation des Seigneurs des Anneaux, par exemple. Elle fait des grosses sorties. Donc quand elle tombe sur un Jackie Chan, je pense qu'elle s'amuse bien à faire ça. Elle a fait les 3 Rush Hour, elle a fait Spy Next Door. Enfin, bon, elle maîtrise bien, oui. Pardon? Elle maîtrise bien, donc, parce que adapter des boulettes de langage, c'est peut-être pas forcément évident, et puis être dans le lip-sync et non, tout. Mais ça, après c'est sur le plateau, elle donne un texte qui est hésitant, et après le problème c'est au niveau du jeu, arriver à faire des hésitations qui soient crédibles. Ouais, naturel. Quoi. Mais bon, en général, je fais ça assez facilement, ça me vient facilement les plantages de Jackie Chan. Et toujours dans le mode un petit peu de live japonais, tu as fait quelques séries à la Bioman, comme Jetman par exemple. Oui. Et bon, Jetman, bien sûr, il y avait un doublage un petit peu particulier, puisqu'il fallait que tu places les « ça va, tu veux un café » ou des trucs comme ça. Voilà. Alors il y avait 2 contraintes qu'on s'était données avec l'équipe. Il y avait le premier qui arrivait à placer « ça va, tu veux un café ». Et généralement, je gagnais. Sophie Arthuis était assez habile aussi. Je me souviens, on était très en concurrence, Sophie et moi. Et on devait inventer le nom du méchant. Ah ouais, cocotte en papior, garçon coiffeur. Voilà, garçon coiffeur, réfrigérateur, bac et légumes morts, enfin n'importe quoi. Tout ce qui nous passait par l'esprit. Mais c'était vachement agréable parce qu'en fait, on avait une grande liberté de ton, exactement comme avait Philippe Auguste qui dirigeait sur les Ken. Les Ken survivants. Là j'ai revu quelques épisodes en stream, c'est des petits extraits qui sont sur Facebook. Il y a je crois qu'il y a un groupe des fans de Ken le survivant et des répliques cultes. Ouais. Il y a des trucs vraiment pas triste, quoi. Ils sont bien lâchés là-dessus. Mais je crois que ce qui donne toute sa saveur à la série, parce que bon, elle est un peu... violente, c'est particulière. Oui, c'est un petit peu... moi, les épisodes que j'ai adaptés, j'avais pas de consigne de m'éloigner ou de rester proche, mais bon... j'ai fait mon boulot d'adaptateur de base, et c'était pas rigolo, quoi. C'était histoire d'enlèvement d'enfants... D'accord. Toi, en fait, tu l'avais écrit correctement et c'est Philippe Auguste qui avait transformé les dialogues, non? Ça, c'est des séquelles, je dirais. Une série récente. De survivants. C'est une série de 3 épisodes qui s'appelle Shin no Kuto no Ken. Ah oui, d'accord, c'est les Zoïdes, d'accord. Et c'est l'étoile, je crois que c'est l'étoile de je sais pas quoi. La Grande Ourse. Français. Et c'est sorti en DVD séparé, et ça a été doublé par d'autres. Belges il y a quelques années. Et non, moi j'avais écrit ça sérieusement, ils l'ont enregistré sérieusement. Ouais. Ils n'ont pas cherché à faire comme il y avait. Ils n'ont pas cherché à être d'accord avec la VF. Et donc, justement sur Jetman, comment ça se fait que vous avez déconné? Qui c'est qui a décidé ça? Personne n'a vraiment décidé. Ça s'est fait. Le texte était de base, était linéaire, il était il était sérieux, et puis un jour quelqu'un a placé, parce qu'il y avait une plantade, tu veux un café parce que le personnage était tombé, ou je sais pas. C'est venu comme ça, on n'a pas décidé de détourner la série, elle s'est détournée d'elle-même, parce que franchement les méchants étaient parfaitement ridicules. Oui. Et comme ça nous faisait rire, et que visiblement la personne qui vérifiait notre travail, ça la faisait rire aussi, c'est resté comme ça. On a eu cette chance-là à ce moment-là, ce serait peut-être plus possible maintenant, ou pas dans les mêmes conditions. Mais c'est Maurice Sarfati qui était directeur de plateau, non? C'était Maurice, oui. Qui dirigeait ça, oui. Ça se sent bien, hein, parce que... Généralement, c'est lui qui trouvait les noms des méchants. Ouais. Et je me souviens d'un mémorable J'ai Bobo, que disait le méchant.
Oui, bobo. La méchante disait fais voir ton bobo. Ah oui, c'est vrai. Et enchaîné par tu veux un café. Voilà. Donc là j'avais été grillé sur le tu veux un café. Elle t'avait eu là. Ah ouais, elle m'avait eu. Et justement, Jetman, pour ta petite information, c'est une des 2 séries préférées de ce style par les fans de Sentai. Ah bon? Ouais, avec Bioman 3, c'est la préférée, tu vois, celle-là. Ah d'accord, Donc, c'est très bien, je suis content. Et sinon, je sais pas si tu sais aussi, mais tout n'a pas été doublé à l'époque. Ah bon? Ouais, et il y en a eu que la moitié, grosso modo, quoi. Ah bon, ça va peut-être revenir alors, cette histoire. Bah, nous, on aimerait bien, effectivement, qu'on ait les inédits, surtout qu'il y a la fin, quoi, quand ils tuent les méchants, quoi. Mais je sais pas, je me souviens même plus qui... je me souviens qu'il y avait Sophie Arthuis dessus, ça oui, c'est exact, ouais. Il y avait... Maurice Sarfati, il y avait Marc Lesser. Marc, d'accord. Ouais, quelle autre voix que j'ai en tête, là? Ah, j'ai plus de tête, là. Mais franchement, les équipes tournaient un peu, il y avait un peu toujours les mêmes, mais je me souviens pas vraiment qui y avait sur Jetman. Bah tu sais, pour savoir, il y a un site internet que je te conseille qui est très bien, qui s'appelle Planète Jeunesse. Ouais, je le connais. Voilà, tu vas sur la fiche de Jetman et là tu auras tout le casting vocal en fait. Ah d'accord, je vais aller jeter un coup d'œil. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est tout simple. Alors t'as enchaîné ensuite l'année suivante avec les Power Rangers. Oui, oui. Donc tu as fait le héros là. Est-ce que tu as senti, toi, de ton côté extérieur, la différence entre un vrai Sentai japonais et une version remaniée par les Américains? Bah oui, parce que l'image était plus... de qualité propre, oui, c'était plus chiadé au niveau de l'image, au début en tout cas. Les costumes étaient... on sentait vraiment qu'il y avait une recherche... pas très poussée, mais il y avait quand même une recherche d'unité dans les costumes. Il y avait un travail sur l'espèce de cerveau qui était en suspension dans un liquide. Il y avait le petit robot. Oh oui, les Rangers. Oui, qui était fait par Lionel. Qui était une sorte de clin d'œil à... Moi, j'ai pris comme un clin d'œil à Z6PO. C'est Pléo maintenant. C'était Pléo. Et bon, c'était plus... on sentait qu'au début, il y avait un souci de production plus pointu. Tant par l'image que par... On était un peu déboussolé par les images vidéo au début. Parce que très longtemps, tout ça a été tourné en 16 mm ou en Super 16. Et il y avait une image un peu... qui ressemblait un peu au vieux Star Trek. Et les Power Rangers, en fait, quand c'est arrivé, c'était vraiment de la vidéo directe. Et on sentait vraiment une différence d'image, de qualité d'image. Il n'y avait pas cette espèce de grain et de côté un peu bio qu'il pouvait y avoir dans les précédentes séries, un peu dans ce style qu'on avait pu faire avant. Bah tu sais que pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé pour les Power Rangers, c'est qu'il y avait une série japonaise comme Jetman normal, qui a été rachetée par les Américains. Ils ont coupé les scènes d'action et ils ont tourné les personnages à visage découvert chez eux, donc avec tout machin. Et les scènes d'action, par contre, c'était piqué de la scène japonaise, des séries japonaises. Ah oui, d'accord, ils sont pas... Donc tu vois, en fait les scènes d'action étaient toujours japonaises, pareil que sur Jetman, ils étaient simplement entrecoupés donc avec des scènes tournées par les Américains pour faire le raccord. Ok, bah, oui, ils avaient dû nettoyer un peu les images au montage et pour avoir un raccord avec les costumes clinquants des 5 Power Rangers. Ouais. Bah alors c'est pour ton information, mais donc les fans de Sentai dont je te parlais là, ils aiment pas du tout les versions Power Rangers parce qu'ils dénaturent donc les originaux japonais et ils abêtisent le propos en fait. Bon, tu vas me dire que les scénarios de ce genre de truc c'est pas non plus la panacée, oui. mais en l'occurrence les Américains ils les rendent encore moins bons quoi que ce n'allait à la base. Ils ont un côté on lisse tout, faut pas que... Voilà. En gros, ils formatent le produit pour une audience plus enfantine, j'ai l'impression. Bah oui, tout à fait. Ouais. Donc là où c'est pas du tout lycée et compagnie, c'est South Park. Ah non, ça c'est pas lycée, non, ça c'est sûr. Donc je vais laisser donc Mr Fox te poser des questions là-dessus. Parce que Archangel est pas trop fan, au fait de cette série. Ouais. D'abord, comment t'es tombé dans cette marmite qui était South Park? Alors, la marmite South Park, j'écrivais
régulièrement pour une société qui s'appelait l'Européenne de doublage. Et Elle était en concurrence avec une autre société pour l'écriture et l'adaptation de South Park. Au départ, il y a eu donc des essais d'écriture. On m'a demandé d'écrire 2-3 scènes du premier épisode. Et j'ai été choisi parmi quelques auteurs parce que ma version était assez directe avec des équivalences qui ont bien plu à l'époque à Françoise Raymond qui s'occupait de l'animation à Canal. Et ensuite, comme je les écrivais, on m'a demandé de faire des essais. J'ai passé les essais sur Kyle, j'ai été choisi directement. Il y a eu 2 séries d'essais sur Cartman parce que les 3 premiers comédiens qui ont essayé n'ont pas convaincu. Et la deuxième série d'essais, il y a eu Christophe Lemoine qui a remporté le rôle haut la main face à 2 malheureux candidats à côté de lui, parce qu'il a tout de suite pigé le ton Cartman et le personnage un peu... il a tout de suite pigé ce qu'il fallait faire et il est complètement dans son élément quand on fait ça. Mais ça se sent qu'il s'amuse, oui, quoi. De toute façon, on s'amuse bien. On est une équipe assez soudée et on se connaît depuis très longtemps. Moi, je connais Thierry Vermuth depuis une vingtaine d'années. Christophe, je l'ai vu jouer du saxophone quand il était petit dans les couloirs des studios. Marie-Laure Beneston, j'ai tourné avec elle en 74, ce qui ne nous rajeunit pas. Gilbert Lévy, qui a dirigé les premières séries, je le connais depuis très longtemps aussi. Coursos, pareil. Jean-Michel Martial, c'est vraiment des gens que je connais bien, quoi. On s'entend bien. En parlant d'équipe, justement, c'est pas toujours le cas dans les doublages. Est-ce que vous enregistrez tous ensemble? Alors au début, oui. Au début, on enregistrait, on faisait 2 épisodes, un le matin, un l'après-midi, et puis on les faisait à la suite, quoi, boucle après boucle, et on faisait les rôles quand ils arrivaient. Et depuis un certain temps, comme les comédiens, c'est pas toujours facile à réunir tous en même temps et pour que tout le monde ait des libertés, parce que bon, Thierry commence à diriger depuis un certain temps des gros films comme Australia ou des choses comme ça, donc il n'a pas forcément de liberté. Marie-Laure, c'est pareil, elle a dirigé Valse avec Bachir, il me semble que c'est ça le titre, et Bad Trip aussi. Donc ils ont moins de liberté, donc on est un peu séparés. J'ai un petit problème, j'ai un problème familial. Est-ce que je peux répondre à un coup de téléphone? Oui, tout à fait. Je réponds tout de suite, ne quittez pas un instant. D'accord. Oui, j'ai un petit problème familial, donc mon neveu me téléphone, excusez-moi. On parlait de South Park. Oui, tout à fait. Ouais, donc tu disais que maintenant vous aviez de plus en plus de mal à vous réunir. Oui, donc oui, il y a eu déjà un premier changement dû à des indisponibilités de Gilbert. La direction est arrivée entre les mains de Thierry Vermuth à la saison 7, je crois. Et déjà on commençait à avoir des problèmes pour réunir l'équipe, et depuis un certain temps on travaille maintenant pour la société de Dôme, où on a un confort de travail vraiment très agréable, et on est obligé de faire comédien par comédien ou 2 par 2. Enfin là par exemple je vais moi à la demande de Thierry le remplacer pour la direction de ça fait déjà 2 saisons que je dirige. Et on va commencer la saison 14. Je vais faire Thierry et Christophe. On va enregistrer tous les 3 ensemble. Et je vais séparément faire les autres rôles en fonction de l'importance des lignages et de la présence des personnages dans les épisodes, quoi. D'accord. Voilà. On parlait de South Park. Oui, tout à fait.
Ouais, donc tu disais que maintenant vous aviez de plus en plus de mal à vous réunir. Oui, donc oui, il y a eu déjà un premier changement dû à des indisponibilités de Gilbert. La direction est arrivée entre les mains de Thierry Vermut à la saison 7, je crois. Mhm. Et déjà on commençait à avoir des problèmes pour réunir l'équipe. Et depuis un certain temps, on travaille maintenant pour la société de Boom. Mhm. Où on a un confort de travail vraiment très agréable. Et on est obligé de faire comédien par comédien ou deux par deux. Enfin, là par exemple, je vais moi, à la demande de Thierry, le remplacer pour la direction de... ça fait déjà 2 saisons que je dirige. Mhm. Et on va commencer la saison 14. Je vais faire Thierry et Christophe. On va enregistrer tous les 3 ensemble. Et je vais séparément faire les autres rôles en fonction de l'importance des lignages et de la présence des personnages dans les épisodes, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que, parce que c'est une question que se posent beaucoup de fans dans la communauté South Park, Ouais. toi t'es peut-être pas le mieux placé pour répondre, mais je pose quand même la question à tout hasard. Est-ce que tu aurais des informations sur une éventuelle sortie DVD? Parce que depuis que la série existe, il y a eu, que je dise pas de bêtises, les 3 premières saisons qui ont été éditées. Et depuis, plus rien, juste une diffusion sur Game One et Canal+. Alors, l'information que j'ai avant les événements des épisodes 200 et 201, j'ai dû faire en urgence les sous-titres de la saison 13, que j'avais le temps de terminer habituellement, pour une éventuelle sortie vidéo. Mais je suppose qu'elle a été suspendue, retardée, annulée, ça je sais pas. Mais il voulait sortir l'intégrale South Park en vidéo. Ah, donc ça c'est jusqu'à bien. l'année 13. Mais depuis, il y a eu le problème du 200e épisode qui se situe dans l'année 14, qui sont les épisodes 5 et 6 de l'année 14. Et il y a eu le retour des super meilleurs potes, qui est une référence à un épisode de juillet 2001. La saison 5, ouais. Je sais plus quelle saison c'était, mais bon, c'est peut-être la saison 5 ou 4. 5, je crois. Saison 5. Et donc, quand on a enregistré cet épisode, il n'y a eu aucun problème. Et dans l'équipe des super meilleurs potes, il y avait les prophètes de toutes les grandes religions. Il y avait donc Jésus, Bouddha, Mahomet, Joseph Smith. Enfin bon, il y avait tous les grands prophètes et ça ne posait aucun problème. Cela dit, depuis, il y a un peu plus de susceptibilité, je dirais, à cause de l'histoire des caricatures de Mahomet. Les attentats au Danemark, ouais. L'attentat, il y a eu des petits problèmes. Les auteurs de South Park ont eu une première fois dans un épisode, un épisode où ils avaient représenté de nouveau Mahomet, mais je me souviens plus quel épisode c'était. C'était pas Cartoon Wars de la saison 10? Cartoon Wars, tout à fait. Ça avait été censuré par Comedy Central directement. Donc ils avaient diffusé l'épisode avec un carton censuré en indiquant que les auteurs n'étaient pas d'accord avec cette censure. Et là, ils ont refait 2 épisodes avec, dans ces épisodes, qui ne seront pas doublés en français et pas diffusés en France. Ces 2 épisodes montrent tous les personnages qui ont été blessés par leur présence dans South Park. Tout à fait. Ouais. Et il y a une class action de la part de Tom Cruise, Barbara Streisand, enfin tous les personnages un peu vannés dans South Park. Il y a une class action qui est menée, il y a Tom Wally qui s'en mêle, enfin bon, il y a un petit peu, c'est un petit peu le bordel. Il y a environ 70 personnages par épisode. Et l'intervention des super meilleurs potes. Bon, moi j'ai pas vu ces épisodes, je les ai pas vus, donc tout ce que j'en sais c'est ce que j'ai lu dans la presse et sur le site de Comedy Central et de South Park. Et
Et je sais aussi que j'ai pas à les écrire, donc pour l'instant, il n'est pas pour l'instant programmé de les écrire en français et de les diffuser en français. Donc vous allez doubler que 5 épisodes de on va doubler les 5 premiers de la saison 14, enfin on va doubler le 1, 2, 3, 4 et 7 de la saison 14. On va donc sauter les épisodes 200 et 201. Et le 7e deviendra le 200e, vraiment le 200e épisode de South Park. D'accord. Et ils sont un petit peu lâchés sur le 7e. Ils ont mis eux-mêmes des panneaux indiquant les scènes terribles qu'on aurait pu voir. Et manque de bol, les panneaux ne sont pas placés au bon endroit et la scène terrible est justement montrée directement derrière. C'est assez bien foutu, c'est assez marrant. D'accord. Et alors donc les épisodes 200 et 201 seront pas doublés. Alors est-ce que c'est Pour l'instant, c'est la décision qui a été prise. Et vous savez, tu sais si ce sera fait un jour ou si c'est une décision par peur de... Je sais pas, je pense que c'est une décision qui a été prise pour ne froisser personne. C'est une décision qui est... Le problème, c'est d'adapter un dessin animé avec un quart du dialogue bipé. Où est l'intérêt? Et comme de toute façon le dialogue serait bipé en français aussi, je pense que ça dénaturera un peu le propos. Ça a posé des problèmes aux États-Unis, ça risque d'en poser en France aussi. Donc je sais pas, la décision ne m'appartient pas. Je pense que si les choses se calment, parce qu'il y a quand même eu des menaces des menaces de mort au niveau des auteurs, qui bien qu'assumant leurs propos, et le propos est pas franchement le peu d'images que j'ai vues moi, je trouve pas que ce soit scandaleux. Maintenant, je suis pas concerné, donc je sais pas ce qui est scandaleux ou pas, quoi. Mais bon, je suis un peu contre toute forme de censure, donc voilà, là il n'y a pas vraiment lieu à censurer. Je trouve dommage que ça ait été censuré par la chaîne d'origine. Maintenant, après pour la diffusion française, si on veut diffuser un produit qui est déjà censuré, je vois pas l'intérêt. Mais c'est pas à moi de prendre la décision, une fois de plus. D'accord. Autre question, est-ce que toi tu es toi-même un petit peu au courant de la communauté autour de South Park, les forums, les sites de fans, etc. Pas trop, mais je vais de temps en temps pour chercher des infos parce que sur 200 épisodes, j'ai pas forcément tout présent en tête. Donc il y a un site américain où je vais moi régulièrement qui s'appelle, je me souviens plus très bien comment il s'appelle. Il s'appelle South Park Studio peut-être. Non, South Park Studio. Le problème de South Park Studio, c'est que ils n'ont pas. Les épisodes sont bloqués en France. Il n'y a pas les épisodes, il n'y a pas les textes, il n'y a pas. Non, il y a un épisode qui s'appelle. Je suis en train de chercher sur mon ordinateur en même temps. Il s'appelle South Park. Merde. Pardon, j'ai dit merde. Non, c'est pas poli à la radio. On sera pas censuré. Ce sera. S'appelle SP Scriptorium. Et c'est. J'ai les 14 saisons écrites. Il y a le texte, il y a les secrets de l'épisode. Et il y a une galerie de portraits des personnages qui sont dans l'épisode. Ce qui permet, moi, quand je dois redonner les distributions, parce que les épisodes, comme ils sont diffusés dans un ordre totalement aléatoire, c'est plus intéressant d'avoir les mêmes voix si jamais on retombe sur les personnages. Là, il y a dans l'épisode 7, il y a un personnage qu'on trouve dans Les stéroïdes se déchirent. C'est Thierry Lhermitte qui l'avait fait, donc là, il va le refaire pour que si les épisodes se suivent à la diff, on les retrouve. Et c'est ce South Park épisode guide, là, il est vachement bien pour ça. Il est très précis. Mais bon, en même temps, c'est un site américain. The South Park Scriptorium, voilà. D'accord.
Et là, je suis tombé sur la page d'accueil. Il y a Bart qui soutient South Park. Ah oui, oui. Et sur le tableau où il écrit ses lignes habituelles dans le générique, il y a écrit South Park would stand beside you if we weren't so scared. Nous vous soutiendrions si on n'était pas si effrayés. Voilà. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'essayer de conserver la même voix pour un personnage même après 5 ou 6 saisons. Ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Justement, donc bon, tu viens de dire que l'épisode 200 était pour l'instant pas prévu au doublage, Oui, quoi, et sans doute pas. Est-ce que s'il avait eu lieu, tu penses que vous auriez réussi à rappeler tous les comédiens qui ont doublé des personnages comme Pip ou... Forcément, puisque on est resté la même équipe depuis le départ. Là, Jean-Michel Martial enregistre plus avec nous pour l'instant parce que le personnage de chef est mort et le personnage du diable qu'il faisait n'est plus là. Donc, comme il faisait pratiquement que ces deux personnages, Jean-Michel n'enregistre plus avec nous. Mais si son personnage du diable revenait, ou si il y avait un flashback sur Chef, ce qui m'étonnerait, puisque Isaac Hayes est mort, maintenant il n'y a plus... il risque pas de revenir, il est évident que Jean-Michel serait rappelé, de même qu'il y a eu un petit personnage qui ressemblait à Bart Simpson dans Cartoon Wars. Ouais, tout à fait. Et c'est Joel Guigui qui l'a doublé. À notre demande à tous, on a eu Joel Guigui pour faire Bart. Michel Dodan est venu faire son personnage de Family Guys, qui s'appelle les Griffins en français. Et ça a été salué partout sur la communauté South Park, de réussir quand même à faire venir Joel Guigui sur son personnage. C'est quand même... parce que même en VO, ça ne s'est pas fait, quoi. Je me rappelle plus le nom de la comédienne, mais elle n'a pas été faite. C'est un clin d'œil qu'on a eu la chance de pouvoir faire grâce à la boîte dans laquelle on travaille maintenant, parce que c'est quelqu'un qui aime visiblement bien la série. Le patron de cette boîte, il aime bien la série, il n'avait rien contre. Il a proposé, sur nos suggestions de faire ça, il a proposé à la chaîne, enfin à MTV qui s'occupe du doublage. Ils étaient partants pour que ce soit eux qui refassent. Et bon, moi, ça... que en anglais ce soit pas les voix, parce que c'est Matson et Trey Parker qui font toutes les voix masculines, c'est pas vraiment gênant. Là on est quand même 4 ou 5 à faire les voix masculines. C'était difficile de choisir un pour imiter Michel Dodan, ou c'était difficile d'imiter la voix de Joel Guigui. C'était plus marrant d'avoir Joël ou d'avoir Michel sur ces personnages-là. Mais quand il y a eu... il se trouve que j'ai déjà doublé Tom Cruise, mais quand il y a eu Tom Cruise, on n'a pas fait venir Poivet ou comment il s'appelle, puis Martin, j'ai oublié son prénom. Moi aussi. C'est lui qui double Tom Cruise maintenant. Ou quand il y a eu Mel Gibson, c'est pareil, c'est moi qui l'ai doublé, on n'en a pas fait venir pour autant Jacques Franz qui le double depuis je ne sais pas combien d'années. Je sais pas s'il aura accepté pour cet épisode. Jacques, il est assez délirant quand même. C'est quand même, il n'est pas le dernier à déconner. Hein. C'est quelqu'un de très marrant. Mais t'as personne qui d'aventure n'aurait pas voulu parce qu'ils n'aiment pas spécialement South Park pour des raisons qu'on pourrait comprendre? Non, pour l'instant, les rares fois où on a eu l'occasion de faire venir des gens extérieurs à la série, là il y a David Duchovny qui est cité dans un épisode. C'est effectivement tentant de demander à Georges Caudron de venir, mais il a 2 lignes. Alors déplacer Georges pour 2 lignes, ce sera peut-être un peu difficile. Et puis bon, il y a plein de vedettes assez connues, donc ce serait un petit peu difficile de faire venir que Georges pour faire David Duchovny. Mais s'il est dans les parages
et qu'il est d'accord pour venir faire le truc, je lui demanderai s'il est dans les couloirs. Bah, l'appel est lancé. Ah oui, On sait jamais, il va traîner exprès. Oui. S'il est dans le coin, je lui demanderai. Ok. Sinon, autre question, les auteurs de South Park, dont Trey Parker et Matt Stone, se sont souvent exprimés vis-à-vis du piratage. Ils disaient qu'ils étaient plutôt pour, enfin relativement pour, parce que ça permettait de faire découvrir la série. Et d'ailleurs, sur le site officiel South Park Studio, tous les épisodes sont disponibles en visionnement légal, voilà. Ouais, sauf pour la France. En France, on n'a pas le droit. Les épisodes sont payants partout. Et du coup, en plus, comme on a dit, il y a quasiment aucune sortie DVD. Ce qui fait que en fait, le seul moyen pour nous fans de South Park de voir les épisodes, c'est de streamer ou c'est un peu absurde. En tant que membre de l'assassin, je peux pas défendre le piratage. Je peux simplement donner mon opinion. Si les plateformes de téléchargement légales étaient mieux faites et plus répandues, si les téléchargements coûtaient pas ce que ça ne vaut pas, ce serait peut-être plus facile de juguler le problème du piratage. D'un autre côté, je ne sais pas si certains artistes qui ont pu exister parce qu'on achetait leurs disques et parce que, là je parle du problème de manière plus vaste, pourraient maintenant tenir le coup s'ils n'avaient que la scène ou que la vente de disques. J'ai un pote qui s'appelle Gérard Dahan qui fait un truc qui est vachement bien, qui a un groupe qui s'appelle Vis-à-vis. Ils sont deux, ils chantent, ils jouent merveilleusement de la guitare. J'ai oublié le nom de sa compagne, c'est pas grave. Myriam Dawes chante remarquablement, elle joue aussi sur cet instrument. Ils ont un truc très très chiadé, mais leur clip qui a été réalisé par ma fille est sur internet, il n'a pas fait un buzz terrible. Pourtant ce qu'ils font est très bien. Et ils n'arrivent pas à percer plus que ça. Et ils rament comme des malades. Alors heureusement Gérard écrit des musiques de pub, donc ça va, il arrive à bouffer, mais ils n'arrivent pas à vivre de la musique. C'est un truc assez complexe, cette histoire de téléchargement et de piratage et tout ça. Cela dit, je pense très honnêtement qu'une loi comme celle qui a été pondue, il commence à parler de distribution de vrais IP aux gens qui en font la demande. C'est pas à vous, je vais apprendre que pour masquer une adresse IP, c'est pas difficile. Donc voilà, il suffit de se brancher sur un proxy et puis l'adresse IP, au revoir. Donc c'est quand même emmerdant qu'ils aient pas filé le bébé à des gens qui savaient qui auraient pu s'en occuper correctement. Je sais pas, il y a encore des solutions à trouver, à mon avis, pour que les gens qui veulent obtenir de la musique et les gens qui veulent vivre de la musique puissent s'entendre. Parce qu'avant on achetait bien les disques, donc je pense pas que on soit maintenant dans un univers de voleurs où tout le monde voudrait voler le travail des musiciens ou des créateurs. Donc je pense qu'il y a une solution à trouver, qu'elle n'a pas encore été mise en avant et qu'on finira par la trouver. D'accord. Ça va se faire de soi-même. Ok. Question un petit peu cliché, mais quel est ton personnage préféré dans South Park? J'ai pas de personnage préféré dans South Park. Ils m'éclatent tous les uns après les autres. Alors bon, j'ai une petite affection pour Servietsky, parce que c'est un personnage tellement à côté, ce personnage de serviette génétiquement modifié qui fume des pétards, c'est pas du tout politiquement correct, et c'est du grand n'importe quoi quand même. Il n'y a que dans South Park qu'on peut rencontrer ça. Mais sinon, non, je les aime bien tous, quoi. Cartman, il est totalement épouvantable, il est de pire en pire. Stan et Kyle, ils sont parfaits. Kenny, je l'adore. J'aime beaucoup Timmy.
bon, non, je les aime bien tous. Il y a même Mr. Hanky qu'on voit plus assez souvent. Je l'aime bien. Non, en fait, South Park, ça fait, pour l'instant, c'est 14 ans de ma vie, donc je me suis vraiment attaché au personnage quand même et à la série. Et justement, en 14 ans, comment tu vois l'évolution de la série? Parce que de l'humour potache, on est passé à de la critique. La série a bien évolué quand même. Ouais, maintenant ils surfent un peu sur l'actualité, et ils font des critiques de trucs plus en réaction avec des événements. Moi je trouve qu'elle évolue bien, qu'ils arrivent à se renouveler. Le baromètre intéressant quand même de cette histoire, c'est que chaque fois que je reçois une saison, je passe les épisodes et je suis mort de rire à chaque fois. Là, je viens d'écrire un épisode qui s'appelle Kentucky Medicinal Fried Chicken, qui est une histoire, mais c'est du grand n'importe quoi, une fois de plus, avec Randy, le père de Stan, qui va absolument choper un cancer du testicule pour avoir de la marijuana médicinale. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et le médecin, le docteur Gouache que je fais, parce qu'il ressemble au docteur Green, et je le fais avec la voix du docteur Green, trouve une explication rationnelle à l'épidémie de cancer des testicules dans la communauté de South Park. Il explique que c'est parce que ils ont fermé tous les Kentucky Fried Movie de la ville, et que le Kentucky Fried Chicken, pardon. Je ressors un de mes films fétiches aussi. C'est bon pour la santé, donc c'est du grand n'importe quoi, mais c'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Et là, je suis en train d'adapter l'épisode 4 qui s'appelle Zéro Ami. Sur Facebook. Et c'est pareil, il est drôle, avec Stan qui se retrouve dans l'univers de Facebook, avec tous les travers de Facebook qu'on peut connaître. Ça relativise pas mal ce book, hein, franchement. Quand on voit cet épisode, c'est assez rigolo. C'est bien. J'aime bien leur... une fois de plus, ils surfent sur l'actualité. Ils ont Facebook, c'est un tel phénomène, tout le monde est tellement branché là-dessus que... Ils ont plongé dessus, et ils ont tiré tous les torts et tous les travers, et ils ont fait un épisode très drôle. D'accord. Je vais me poser des questions un petit peu... comment dire, technique. Si t'arrives pas à y répondre, c'est pas grave, hein, on t'en voudra pas. Vas-y. D'abord, il y a plusieurs membres de la communauté qui m'ont dit que la voix de Butters n'était pas la même au fil des saisons, et on voulait savoir pourquoi. Alors, Brad Butters, c'est métier parce que là, Christophe a changé. Christophe a commencé le personnage, il avait pas 20 ans. Et maintenant, il en a 32. Et il chante dans un cabaret le soir. Il fume pas mal. Sa voix a pas mal baissé. Donc, il a été obligé de modifier la voix de Butters. La voix de Kerstman aussi a pas mal évolué, mais on reconnaît bien le timbre de Chris. Et au début, Butters, c'est un personnage totalement insignifiant. C'est un petit garçon qui vient porter le courrier dans, je crois, un épisode qui s'appelle Médaille de conneries avec Palme. Il a 3 lignes. Et le personnage de Butters il n'était pas spécialement présent. Et donc Christophe l'a fait au passage, comme ça, et puis après il ne se souvenait pas forcément de la voix non plus, comme on n'a pas les références DVD tout de suite. Quand le personnage est revenu, il a fait une voix qui paraissait collée, et puis après, comme il avait pris une voix aiguë, que sa voix baissait, il a dû composer une voix différente. Et là, maintenant, je pense que depuis 4 ou 5 saisons, enfin peut-être pas 5, mais bien 3-4, la voix de Butters est assez régulière quand même. Il a réussi à bien différencier les deux personnages qui parfois se répondent, et c'est pas toujours évident pour lui. Mais bon, c'est un extraterrestre, ce mec-là, j'ai jamais vu ça. Il est capable d'enchaîner les deux voix, mais pratiquement en une fraction de seconde, il se répond. On n'arrête pas forcément l'enregistrement quand il passe d'une voix à l'autre.
Enfin, dans l'équipe, c'est quand même une équipe un peu d'extraterrestres, hein, tous. Au niveau vocal, c'est assez étonnant ce qu'ils font. Ben, toi-même, tu arrives à faire la voix de Kyle, alors qu'à t'entendre comme ça, on n'imagine pas du tout que... Oh bah oui, je fais la voix de Kyle, je fais Sergetsky, je fais Monsieur Esclave, je fais Barack Obama maintenant. Je fais plein de choses. Barack Obama, je l'ai réclamé. J'avais envie de le faire. Et j'étais assez content de pouvoir le faire. Parce que je lui colle une voix assez profonde, assez grave, que j'aurais du mal à prendre là. Mais on était parti du principe que les présidents américains avaient l'accent américain. Donc je faisais Bill Clinton. Ensuite, il y a eu George Bush, c'est Thierry qui l'a fait. Et là, comme Barack Obama a gagné, j'ai repris le président démocrate. J'ai repris la voix, même si je ne fais pas la même voix que Clinton. D'accord. Une autre question. Kyle prononce les quoi Kewa. Oui, Keva, c'est bon, ça nous est venu comme ça un jour. Ça faut pas demander pourquoi. Stan aussi dit pour Keva et Keva. Ça dépend des jours, ça dépend des quoi, ça dépend du moment. Ça c'est comme l'accent belge des ninjas du pape. Hein. C'est arrivé sur le... On se demande pourquoi. C'est peut-être à cause des gardes suisses qu'on a eu... On a eu cette idée-là, on s'est dit tiens, ce serait marrant qu'ils aient l'accent belge, les ninjas. On a essayé, et quand on se fait rire les uns les autres, c'est un bon baromètre aussi. S'il y en a un qui n'arrive pas à enchaîner parce qu'il se marre, c'est bon signe généralement. Donc on a gardé les ninjas du pape avec l'accent belge. D'accord. Dans le même genre, je sais pas si tu t'en souviens, dans l'épisode Imagination Land, ouais. Jason, donc le tueur à la tronçonneuse, parle avec un accent marseillais. Oui, c'est possible. C'est quand même quelque chose qui est surprenant, quoi. Oui, oui, parce qu'il faut bien reconnaître qu'au bout d'un certain temps, surtout Imagination Land, où il y a quand même beaucoup de personnages, c'est une des rares fois où une voix était arispidée. Mais bon, quand Jason parle, je crois que c'est Thierry qui l'avait fait, non il me semble que c'est possible, je crois. Vermut. C'est l'idée qu'il a eue. En marseillais, et moi je faisais le lion Aslan dedans, et pour avoir la voix profonde de Liam Neeson, je peux pas m'aligner avec Darbois ou avec Samuel Labarthe, hein. J'en suis vraiment très loin. Donc là, pour une fois, on s'est servi de la machine pour me faire une belle voix grave, et on m'a descendu facilement à 8 octaves. Ouais. D'accord. On va quitter un petit peu South Park, mais on va pas partir très loin. Tu as aussi donc travaillé sur l'adaptation de Team America, Police du Monde, donc oui, le film de Trey Parker et Matt Stone. Alors comment ça s'est passé? Que Thierry a dirigé, Thierry en a assuré la direction artistique. Ça s'est très bien passé. J'ai été contacté par Hilary Davis qui s'occupe toujours d'ailleurs de la section doublage de Paramount, parce qu'elle savait que j'avais fait South Park et que il lui paraissait semblait être une bonne idée de reprendre la même équipe, au moins pour l'écriture et la direction. Et donc comme c'est Thierry qui les dirigeait à cette époque-là, Thierry a fait le film. Et puis en plus, moi, elle le connaissait parce qu'il avait dirigé des longs métrages pour elle. Et l'équipe a été, au niveau des comédiens, n'a pas été reprise. Moi, j'ai passé les essais sur un des personnages, j'ai pas été choisi. Mais en revanche, Christophe Lemoine, lui, a été choisi sur Kim Jong-il. Tout à fait. Il a passé des essais et il a été choisi immédiatement parce que c'est vrai que ce que faisait, je crois que c'est Trey Parker qui le doublait, était très proche de Cartman, donc c'était assez évident de reprendre la voix de Cartman. C'est un film qui n'a pas marché en France, ça n'a pas très bien marché aux États-Unis, mais un peu plus.
Et je comprends pas bien pourquoi, parce que bon, peut-être parce que je suis dedans et que je suis très très client de l'humour de Mason Trey Parker. Mais je trouvais que c'était un bon film, je trouvais ça très drôle, mais bon, ça n'a pas très bien marché. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, parce que enfin moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. C'est beaucoup rire en le faisant. C'est du Trey Parker et Matt Stone quoi. Tout à fait, oui. Et là, ce qui nous prépare, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut une sorte de Godzilla. Parce que là, ça c'est une chose que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, quand on a fait l'épisode qui s'appelle Putain de baleine. Trey Parker a un master de japonais. Et il vit avec une japonaise, donc c'est pas étonnant que de temps en temps il y ait un épisode avec un générique en japonais où ils emploient des tournures de phrases très très vulgaires en japonais, parce que j'ai fait écouter ça, j'ai pris 2 ans de cours de japonais, j'avais des velléités de parler japonais, c'est absolument impossible, je n'ai pas tombé, mais j'ai fait écouter quand même ma prof, qui est une japonaise qui donc comprend parfaitement cette langue, et elle m'a dit mais c'est très très vulgaire. Et j'ai trouvé la traduction après sur internet et effectivement je confirme c'est très très vulgaire. C'est l'épisode où ils sont tous ninjas et qu'ils se voient transportés dans un manga. Enfin c'est assez délirant. Je me souviens les armes. Les armes c'est rigolo. Les armes c'est rigolo, ouais c'est ça. J'avais appelé ça comme ça, oui. Pour continuer dans les séries, tu as aussi travaillé en tout cas sur une partie de l'adaptation de Futurama. Ouais. Donc les 3 premières saisons diffusées, mais donc en DVD les 2 premières et une partie de la 3e. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc après l'équipe a été changée, la quasi-totalité des comédiens par Alexis Thomasian. Donc changement d'adaptation, changement de directeur plateau. Est-ce que tu sais pourquoi? En partie, je crois que bon moi quand j'ai dû arrêter parce que j'avais les South Park qui percutaient en même temps et donc je pouvais pas tout écrire ensemble. Donc la série est restée dans une société où je l'écrivais. Et je crois qu'elle a changé de société. Il y a 2 ou 3 comédiens qui ont suivi dans la nouvelle société et d'autres qui n'ont pas souhaité suivre. Il me semble que c'est la raison. Et je pense que récemment, dans les derniers épisodes, Alexis Thomasian n'y est plus non plus. Non, tout à fait. En fait, dans les derniers épisodes, qui sont des films aux États-Unis, sont sortis en téléfilm et ensuite ont été découpés en épisodes. D'accord. Et dans cette série, ils ont encore changé donc d'adaptation et de direction plateau. Et en fait, pour écouter les fans, donc il y avait une pétition pour la saison 4 qui demandait le retour des voix françaises. Et en fait, donc pour ce film, ils ont rappelé tous les autres comédiens, mais Alexis Thomasian, lui, a refusé de participer. Donc principalement à cause du temps, parce qu'ils avaient une journée pour faire un film. Ah oui, c'est un peu léger quand même. Et ils étaient aussi pas beaucoup d'acteurs, ce qui fait que bon, lui a préféré partir. Bon, bah, je connaissais pas la petite histoire. J'avoue que j'étais un peu triste de devoir laisser Futurama, donc après j'ai pas trop suivi l'affaire parce que C'était une série qui te plaisait, Futurama? Oui, j'aimais beaucoup Futurama. Je m'amusais beaucoup à la faire. C'était bon, j'avais d'autres contraintes que sur South Park. J'avais pas, il n'y avait pas la même liberté de langage. C'était un truc complètement différent. Moi, j'ai pas eu la possibilité de continuer. Bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Il y a des séries qu'on écrit. C'est très rare d'avoir la chance d'écrire une série intégralement comme moi. Là, j'écris South Park parce que ça demande. En gros, je sais quand ça va arriver. Je me rends libre à ces périodes-là. Je suis parfois obligé de refuser des choses qui pourraient être intéressantes, mais South Park passe avant. Donc voilà, quoi.
c'est un peu difficile de mener 2 séries où on est seul auteur de front, c'est pas possible. Là j'ai commencé une autre série, mais en live cette fois en tant qu'auteur. On est 3 auteurs dessus, parce que c'est une série tellement pointue à adapter que on a préféré dès le départ dire que c'était pas possible tout seul, quoi. Ni même à 2, parce que on a commencé ça en juillet de l'année dernière. C'est une série avec Tony Collette qui vient d'être diffusée sur Canal. C'est une série qui s'appelle United States of Tara, qui est très pointue à adapter parce que le personnage central est schizophrène et a 4 personnalités différentes. Donc 4 façons de parler totalement différentes, 4... Enfin bon, c'est assez compliqué, donc on peut pas écrire ça aussi facilement qu'on pourrait écrire un dessin animé d'ailleurs. C'est plus simple que le dessin animé quand même. Et en fait, c'est grâce à Futurama, enfin c'est mon opinion personnelle, hein, mais c'est grâce à Futurama en fait qu'on se rend compte qu'en fait un adaptateur a sa petite patte, parce que quand on écoute les dialogues français de la 4e saison et des 3 premières donc que vous avez écrites, on sent même en faisant abstraction des voix, on sent la différence d'adaptation, c'est pas la même. Bah non, parce que j'avais par exemple François, j'avais trouvé des petits gimmicks, j'avais trouvé des il commençait toujours en anglais par Great News Everyone, et bon, j'aurais pu traduire par bonne nouvelle vous tous ou bonne nouvelle tout le monde. Je trouvais ça je trouvais ça un peu bancal, et François commençait toutes ses phrases par j'ai eu une excellente nouvelle. Et par exemple, je me souviens d'un épisode où j'avais mis j'ai une excellente nouvelle, j'ai rendu le grille-pain très affectueux. Et ça, moi j'avais un petit baromètre à la maison, c'est mes enfants. Quand j'ai un doute sur une phrase, quand ma fille habitait encore à la maison, je demandais à ma fille, et maintenant je demande à mon fils, qui est en train de préparer son bac, le pauvre. Et quand ça les amuse ou quand ils me disent que c'est bien, je garde. Et si jamais ils me disent oh ça fait on dit plus ça, c'est plus comme ça qu'on dit, on dit plutôt comme ça, je les écoute. Comme ça me permet de rester un petit peu en phase avec ce qui se fait dans le langage courant, quoi. Par exemple, mon fils m'a engueulé à chaque fois que j'ai mis le mot cinglé dans une série parce qu'il me dit personne dit ce mot-là. Voilà, donc vous entendrez assez peu, vraiment, sauf quand je suis obligé pour des problèmes de synchro, vous entendrez assez peu le mot cinglé dans mes adaptations, par exemple. Ok. Sinon, on va revenir un petit peu manga. Ouais. Tu as aussi adapté, donc tu le disais tout à l'heure, la série GTO. Ouais. Et donc après, tu as suivi, enfin sans adapter, hein, mais tu as regardé un petit peu les autres séries qui sont passées sur Canal+. Non, j'ai pas. J'en ai entendu parler parce que je fais ami avec la personne qui s'occupe des animations à Canal, qui est quelqu'un qui s'appelle Sophie Boé, qui est une personne charmante, qui connaît très très bien son boulot, qui connaît vraiment à fond l'univers de l'animation, qui là doit être en train de revenir d'Annecy, qui s'occupe, qui a mis au point la collaboration Canal+, Super Infocom pour plein de choses. Enfin bon, c'est vraiment quelqu'un de très pointu à son poste. Et comme elle me connaît bien et qu'elle sait que je connais bien le monde du doublage, parfois elle me disait est-ce que tu connais machin, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien. Généralement c'était des gens que je connaissais. Bon voilà, c'est pour ça que je connais un peu les mangas qu'elle a fait par la suite. Et aussi parce que comme j'ai pas pu écrire Full Metal Alchemist, j'ai branché mon camarade Michel Mella, avec qui j'avais fait Pif et Hercule, lui faisant Hercule et moi je faisais Pif, et avec qui j'avais fait Apides aussi, lui faisait Fonzie dedans. Je l'avais branché en écriture sur GTO et sur Full Metal Alchemist par la suite.
Et qu'est-ce que tu as pensé de GTO, donc la partie que tu en as adapté? Ce que j'ai adapté moi, je trouvais ça assez déjanté, c'était marrant comme série. C'est une série que j'aime bien, GTO. Je savais pas que ça avait autant par contre je savais pas que ça avait autant d'impact au niveau du public. C'est assez étonnant, quoi. Au cours des Aikido où je vais, j'ai un copain qui est complètement fan de GTO. Il y a des t-shirts GTO, mon fils aussi est complètement fan de GTO, mais bon, lui il a 17 ans, le copain de l'Aikido il a une trentaine d'années, quoi. C'est une série qui a bien plu, et notamment justement grâce à sa VF, et notamment le comédien qui double Onizuka, donc Benoît Dupac, qui avait été bien apprécié de manière générale par les... Oui, c'était une bonne VF. Je travaille avec deux auteurs, Michel Mella, dont je viens de vous parler, et Stéphane Allégret, qui sont vraiment deux confrères qui travaillent très bien, quoi. Stéphane écrivait des BD sous le pseudonyme de Bob de Terre. C'est un pseudonyme qui me plaît bien. Et il a une émission de radio sur une radio périphérique, enfin pas une périphérique, mais on dit plus radio libre, hein, ça date un peu. Comment on dit maintenant radio associative. C'est comment le terme pour les radios qui sont pas énergie et qui sont pas... je sais pas trop en fait comment on dit. Radio associative peut-être. Radio associative, voilà, il est sur une radio associative. Et il a une émission sur la BD, parce que c'est un grand spécialiste de bande dessinée, Stéphane. Ah bah puisqu'on est sur la BD, je crois que t'es grand fan toi aussi. Alors c'est quoi tes BD préférés? Moi j'ai été élevé à Tintin et Blake et Mortimer. Maintenant mes BD préférés c'est plutôt parce que c'est ma fille. Ma fille qui a publié 2 albums qui s'appellent tous les deux Le Monde Merveilleux des Vieux. Il y a le tome 1 et le tome 2. Alors ça je suis très client. J'ai écrit pour elle 2 planches ou 3 planches dans son premier album. Et sinon j'aime bien des dessinateurs comme Mezzo. Enfin bon, c'est de la BD un peu plus noire. Ça ressemble à du Crumb avec des scénars qui ressemblent à du polar noir américain. C'est vachement bien. Enfin bon, j'aime plein de trucs en fait, parce que je dois avoir 3000 albums à la maison, donc je nage un peu dedans, quoi. Et sinon les comics, les mangas, t'en lis un peu? Non, pas trop de mangas. Les comics américains, j'en ai quelques-uns, mais je sais pas si on peut ranger dans la catégorie comics Moore et Gibbons qui ont fait les Watchmen, dont on a fait un film il n'y a pas très longtemps. Film bien adapté de la BD d'ailleurs, très proche. Pour une fois, j'étais pas déçu par une adaptation de BD. Je crains le pire avec Blake et Mortimer quand ils vont faire le film, parce qu'ils voulaient changer Septimus et le remplacer par une femme, donc déjà ça commence mal. Mauvaise idée. Ça commence assez mal. Le principe étant, pourquoi prendre un scénar génial à la base et le transformer pour en faire une pure daube? Bah oui. Ça c'est le grand principe. Et de même que quand ils avaient fait Tanguy les Chevaliers du Ciel, à l'origine Tanguy et la Verdure, pourquoi prendre le nom Chevalier du Ciel et faire un film où il n'y a pas Tanguy et la Verdure? Ben oui. C'était ma grande question. Ils auraient pu appeler ça la patrouille des aigles, ou je sais pas. Mais pourquoi? Ils ont tout fait pour ne pas faire la BD. C'est quand même n'importe quoi. Enfin bon. Ils prennent le titre pour attirer les gens, mais bon, ils sont déçus, je pense, quoi. Oui. Bon, cela dit, Michel Vaillant était pas top. Les films Tintin, là j'attends de voir ce que ça va donner avec Spielberg aux manettes. Là j'espère que ça va être très bien. Je pense que ça va être très bien. Alors la petite info, c'est que si jamais c'est faisable, Thierry Lhermitte fera peut-être les essais, au moins les essais, parce que bon, il est quand même maintenant loin de l'âge du rôle, mais il fera peut-être les essais. La voix de Tintin. Si l'opportunité se présente. Si c'est le directeur artistique qui est prévu, il lui a dit en tout cas je te ferai faire un essai, parce que quand même ta voix pour moi c'est Tintin. C'est la voix de Tintin. Voilà. Donc, j'étais un petit peu
Foudrage, non. J'étais un peu déçu quand même de ne pas avoir été choisi sur Tintin, mais bon, on peut pas faire tout le monde. Ah, ouais. On était 3 en lice à la fin, et dans les 3, il y avait 2 copains en face de moi, donc j'étais content que Thierry le fasse, parce que ce soit Thierry ou Gilles Laurent qui était choisi en face de moi, c'était forcément un copain qui le faisait, donc c'était cool, quoi. Donc de toute façon, ça aurait été une bonne voie, là. Oui, voilà, donc on était les 3 derniers, on a été pas mal à passer les essais, mais les 3 derniers, c'était nous 3. Ouais, parce que là, sur Tintin, j'imagine que le casting vocal, ils ont bien fait attention, ils ont bien choisi, quoi. Oui, ils ont fait très attention. Moi, j'y suis allé, j'avais rencontré le réalisateur qui était Stéphane Bernasconi, qui est vraiment un amoureux de la BD. Il a vraiment fait un super boulot dessus. Bon, alors, il y a des petits problèmes avec la Chine parce que c'était animé en Chine. Donc ils n'ont pas compris les chartes couleurs. Alors quand je lui ai demandé mais pourquoi Tintin n'a pas un costume bleu mais un costume mauve, il m'a dit parce qu'ils se sont trompés avec la charte couleur. Ils ont cru que la couleur que je voulais donner pour la nuit, c'était la couleur du costume, alors que non, c'était la couleur du costume quand il sortait dans la rue, et quand il rentrait, il devait avoir une autre couleur. Ouais. Bon, ils n'ont pas respecté ça, mais il y avait des problèmes de langage à l'époque. Bon, c'est pour ça qu'il y a des petites erreurs de cet ordre-là, mais qui sont pas bien méchantes, parce que je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Ouais, bah ça m'a pas choqué, donc c'est déjà bien, parce qu'en général, je vois ce genre de truc. Non, ça c'est, moi ça m'a tout de suite sauté aux yeux et c'était très marrant parce que il était comme pris en faute par un spécialiste alors que vraiment je vais poser la question très innocemment. Il était oui non mais c'est parce que les Chinois ils ont pas compris. C'est très marrant. C'était assez sympa. Pour rester dans la BD, il y a eu un épisode de South Park qui était un petit hommage au magazine et tout ce qui était publié dans Métal Hurlant. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu as lu ou tu lis encore ce magazine? J'ai lu Métal dès son premier numéro. Je me souviens d'avoir regardé très longtemps d'ailleurs ce premier numéro. C'est sorti en 75, je crois, le premier numéro 76, en même temps que le premier numéro de Fluide Glacial. Et pour l'épisode Major Bobage, Planète Gronibar en français, je me suis même racheté le DVD du film que j'avais vu lors de sa sortie en salle. Il y avait eu un film, je me souviens plus, Heavy Metal ça s'appelait, et je l'ai revu pour être sûr pour bien voir les correspondances qu'il y avait, mais il n'y en avait pas. Voilà. Donc l'hommage était abstrait, mais j'ai quand même assuré mes arrières en revoyant le DVD. Je crois qu'il y a 2 films d'ailleurs, je crois qu'il y en a un 2 qui est sorti aussi. Ah, il me semble. Il me semble aussi. m'a échappé. Mais bon, là aussi, on doit être encore loin des sentiers battus, encore loin de l'original. Oui, bon, j'imagine, oui. Mais bon, ils ont pris, dans le film, ils avaient plus pris des dessinateurs comme Corben, tous les dessinateurs américains qui étaient dans la version américaine de Metal Hurlant, qui s'appelait Heavy Metal, en fait. Tu as travaillé donc sur South Park, sur Team America, sur Futurama. Est-ce que est-ce que tu choisis un petit peu ces séries qui sont connues pour leur irrévérence, non, toute relative, quoi. C'est plutôt les séries qui me choisissent parce que on sait que j'ai écrit South Park. Donc, Sophie, dont je vous parlais tout à l'heure, a eu la gentillesse de me confier Futurama et GTO, mais bon, j'ai fait une série qui s'appelait Downtown, où j'ai été choisi pareil pour Ma Liberté de Ton, mais d'après ce que j'ai fait sur South Park. Comme on sait que j'ai écrit South Park, quand il y a un truc un peu irrévérencieux, un peu trash, comme United States of Tara, dont je vous parlais il y a quelques instants, on m'appelle, on pense à moi. Donc, c'est bien, hein, je vais pas me plaindre, parce que généralement, c'est des trucs plutôt sympas à faire. Là, je viens de faire aussi
dans un tout autre ordre d'idée, quelques épisodes des Pingouins de Madagascar. On a pensé à moi parce que j'ai plutôt le sens de l'humour et que je peux, sans tomber dans le côté trash de South Park, arriver à donner un côté décalé à ce que j'écris et qui va bien avec le côté dingo des Pingouins. Ok. Pour terminer, enfin moi, ce sera ma dernière question. Tu écris beaucoup. Est-ce que toi-même, tu aurais envie d'écrire ta propre série? Ça va forcément se produire un jour, puisque, comme je te l'ai dit, ma fille travaille La BD dans la bande dessinée et passera certainement un jour à l'animation. J'ai quelques idées, j'ai déjà écrit pour le théâtre et pour la radio. J'ai plein de choses dans mes tiroirs. Je pense qu'un jour, quand j'en aurai le temps, parce que après le problème c'est de trouver le temps d'écriture, j'espère pouvoir le faire et je pense que oui, ça viendra un jour. Ça c'est dans les projets. D'accord. C'est partie des projets que j'aimerais bien mener à terme d'ailleurs. Et si vous voulez voir ce que fait ma fille, tapez donc sur YouTube, vous tapez paresseuse. D'accord. Au singulier, et vous verrez le clip de Vis-à-vis qu'elle a réalisé avec son amoureux, et qui est un petit bijou. C'est fait sur ordinateur, c'est comme du papier découpé, et c'est très très joli. Eh ben, on va regarder ça. Ouais, on ira regarder ça. Et sinon, toi, ton actualité, tout de suite, est-ce que tu as des pièces de théâtre, des doublages, des adaptations? Non, l'actualité tout de suite, c'est que dès que j'aurai raccroché, je vais me remettre à bosser sur l'épisode 1404. Voilà. Mon actualité, c'est United of Stars qui passe sur Canal. Le Jackie Chan Karate Kid va sortir au mois d'août. Oui, je crois que c'est au mois d'août. Et je suis le méchant dans le prochain Shrek. Je suis le nain un peu skin. Le méchant dans Shrek 4 qui fait signer un contrat très douteux à ce pauvre Shrek. D'accord. Et j'ai été très très content de faire ça, parce que je suis vraiment régalé. C'est un rôle magnifique. Et alors, est-ce que tu as enregistré, comme tu as travaillé donc sur Shrek 4, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Alain Chabat, Melondo Je l'ai croisé, on s'est vraiment croisé dans le couloir, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je devais le voir à une projection que j'ai pas pu parce que j'enregistrais. Là, il y a une projection qui est prévue. Peut-être que je vais le croiser, mais bon, c'est quelqu'un de très pris. Sur ce genre de dessin animé, généralement, on enregistre chacun son tour. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Hélas, parce que je fais partie de ses fans de base. Et c'est un peu à cause de lui et de sa bande de nuls que South Park est devenu aussi trash, parce que on a dû un peu forcer le trait, parce que passer derrière Nul, parce qu'on avait le créneau avec South Park, ce créneau les nuls l'émission, le samedi à 22h, il fallait quand même pas être en dessous au niveau du temps. Il fallait vraiment remplir l'espace. Donc Françoise Raymond me demandait à l'époque d'y aller franco. Ok. Ok. Sinon, t'as jamais eu l'occasion d'aller dans une convention de fans Si, pour Stargate, ça m'est arrivé. J'ai été très surpris parce que quand ils ont annoncé et voici maintenant, alors ils annonçaient les noms des personnages. Daniel Jackson. Oui, ils ont annoncé Daniel Jackson. J'ai été accueilli par plus d'applaudissements que j'en ai jamais eu au théâtre. J'étais vraiment surpris, quoi, parce que je ne m'attendais pas à un tel accueil. Alors j'étais très content, c'est toujours agréable. Mais il faut relativiser. Je ne fais que prêter ma voix à un acteur qui s'appelle Michael Shanks, qui fait très bien son boulot. C'est lui qu'on voit à l'écran, c'est pas moi qui bosse le rôle. Moi je ne fais que retranscrire en français ce que lui a créé aux États-Unis. Je suis que comédien qui prête sa voix pour la VF.
Et est-ce que tu parles souvent, enfin, est-ce que tu as souvent l'occasion de rencontrer des fans de South Park qui te parlent un peu de ton travail? Dans mon club des Hikis, sont tous fans de South Park. Ils parlent régulièrement de South Park. Et sinon, non, j'ai pas vraiment été en contact avec des fans de South Park directement. Si je peux te conseiller donc le site southparknews.net, qui est donc en fait la référence française sur South Park. Alors, South Park News, tout attaché? Ouais, southparknews.net. Et il y a un forum qui s'appelle La Garçonnière, qui est, on va dire, presque aussi lâché que la série. Je vais aller y faire un tour. Je vais leur dire que c'est moi. Ça leur fera très plaisir, je pense. Ok. Et sinon, donc nous, on va faire une convention à Clermont-Ferrand, puisqu'on est à Clermont-Ferrand, sur les mangas et tout ça, et je vais te demander si tu serais éventuellement d'accord pour qu'on t'invite à venir. Pourquoi pas, si je suis libre, je viendrai avec plaisir. Bah écoute, je te tiens au courant, ça serait au mois de novembre après. Pas de problème. J'ai passé 3 mois de ma vie à Roya quand j'avais 10 ans. Mon père travaillait au casino de Roya, il était musicien, clown, il faisait des tas de choses au casino de Roya, donc ça me rappellera mon enfance. Ah ouais, pourquoi pas. Bon bah on va te laisser, je vais te demander une toute dernière chose. Ouais. C'est ce que je demande à tout le monde, donc je pense que tu as un papier et un crayon vu que tu as noté là. Ouais. Alors si tu pouvais me dire une phrase, donc que je vais te dire là. Oui. C'est Génération Manga. Génération Manga. C'est pas un nasnarf, là c'est compliqué. C'est pas un nasnarf. un as. Snarf. S-N-A-R-F. Ouais. Nigo. Nigo. Voilà, est-ce que tu peux me dire ça donc avec ta voix normale puis avec la voix que tu as dans South Park? D'accord, alors. Génération Manga, c'est pas un Asnarf Nigo. Et avec la voix de Kyle, ça donnerait Génération Manga, c'est pas un Asnarf Nigo. Ah, génial, merci. Ah, c'est super. Et avec la voix de Kenny, ça donnerait C'est génial. Ah, c'est super. Je vais vous laisser. D'accord. Merci beaucoup, franchement, d'avoir accepté. C'est super sympa. Si vous avez besoin de me voir à Clermont, si... Bah, de toute façon, j'ai ton Facebook, je peux te contacter par MP. Vous me laissez un message sur Facebook, et puis si je peux venir, ce sera avec plaisir. Ça marche, mais je te remercie bien. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée.